Madame, Monsieur les juges, lors de la séance précédente, j'ai décrit les organes et les forces qui avaient été créées par Karadzic, qu'il a loué par la suite en indiquant que ces dernières avaient libéré et créé l'espace. Et je vous ai précisé que je souhaitais maintenant aborder ce que signifiait cet espace et par qui cet espace avait été libéré. Le territoire revendiqué par Karadzic et les dirigeants serbes de Bosnie était, d'après ses propres termes, énorme. Fin de citation. Ceci comprenait environ 2/3 du territoire de la Bosnie. Souvenez-vous, par exemple, que Karadzic a dit à Milosevic, lors de cette conversation téléphonique que vous avez vue à l'écran, que le gouvernement de Bosnie ne serait pas en mesure d'asseoir son contrôle sur 65% de son territoire. Je souhaite maintenant vous montrer des extraits du discours de Karadzic en novembre 1991 lors d'une séance plénière devant les représentants officiels qui étaient rassemblés à cet endroit, où il souligne à la fois l'étendue du territoire et son importance pour les Serbes de Bosnie. Je cite. Je vous demande d'être énergique et strict, de vous préparer et d'établir une autorité dans vos territoires, dans les municipalités, dans les régions, dans les communautés locales et de vous préparer à la régionalisation des municipalités. Si vous regardez la carte, nous avons un territoire immense en Bosnie-Herzégovine, un territoire immense. Vous verrez ceci en bas de vos écrans. Et il a également dit, lors de cette réunion représentant officielle, je cite, « Aucune fondation musulmane ne sera jamais posée dans des régions serbes ou des villages serbes. » Nous ferons exploser les premières fondations. Les premières fondations seront plastiquées. Le monde comprendra lorsqu'on lui dira que nous ne permettrons pas à la donne démographique de changer, que ce soit naturellement ou artificiellement. En aucune façon, parce que ces territoires nous appartiennent. Vous n'allez pas vendre de terres aux musulmans, vous ne devez pas le faire, parce que ceci est un combat jusqu'à la mort pour l'espace vital. Karadzic a justifié cette revendication selon laquelle les Serbes de Bosnie avaient droit aux 2/3 du territoire de Bosnie de différentes manières, notamment le génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a contraint la population serbe à vivre dans des régions où ils étaient minoritaires. Ils ont voté en faveur d'un plébiscite pour rester en Yougoslavie, les régions autonomes. Mais quel que soit les raisonnements avancés qui étaient variés et nombreux, le territoire revendiqué comprenait des parties importantes de la Bosnie. Territoire sur lequel vivaient des centaines de musulmans de Bosnie et de Croates de Bosnie, dans bon nombre de municipalités où ils étaient majoritaires. Comme vous remarquerez, si vous regardez la carte démographique, vous verrez l'étendue des zones verte en question. Et les musulmans et les Croates vivaient sur ces territoires. Madame, Monsieur les juges, Karadzic, à multiples reprises, a clairement indiqué que ses ennemis étaient les Serbes, qui ne pouvaient pas vivre ensemble. Les Serbes et les musulmans, d'après lui, étaient des chats et des chiens qui ne pouvaient pas vivre ensemble dans la même litière, parce que c'était des ennemis de toujours. Ceci me rappelle de l'expérience dans laquelle un chat et un chien sont retenus ensemble dans une boîte contre leur gré, ou comme un mauvais mariage que l'on force. Il est apparu qu'un chat et un chien ne pouvaient rester dans la même litière qu'à une condition, à savoir perdre leurs caractéristiques individuelles et cesser d'être d'une part un chat, d'autre part un chien. Rappelez-vous que nous ne pourrons pas vivre ensemble, pas plus que ne le peuvent de vrais chats et chiens. Ou encore, il disait que les Turcs et les Serbes ressemblaient à des plantes incompatibles qui ne peuvent pas survivre côte à côte. Dans le monde végétal, disait-il, il y a des plantes qui ne peuvent pas pousser les unes à côté des autres. Elles doivent être séparées les unes des autres pour fleurir. Fin de citation. Ou encore, la comparaison s'imposait avec l'huile et l'eau. Les musulmans
étaient, d'après lui, tous des Turcs, entre guillemets, des ennemis implacables et historiques. Et il avait l'habitude de dire, je cite, « Ceci est le genre de guerre où l'on ne peut pas perdre la guerre aujourd'hui et puis la reprendre dans 10 ans. Personne ne peut rester sous le règne des Turcs. Personne ne doit rester sous le règne des Turcs. » Fin de citation. Les Croates étaient tous des Oustachis, réincarnation des ennemis de la Seconde Guerre mondiale. Les musulmans, disait-il, allaient démographiquement surpasser les Serbes par un taux de natalité que les Serbes ne pouvaient pas égaler. Je cite, « Nous ne pouvons pas contrôler les musulmans dans un État intégré comme celui-là. Nous savons très bien ce qu'est l'intégrisme et que nous ne pouvons pas vivre ensemble. Il n'y a aucune tolérance. Ils quadruplent leur population par leur taux de natalité et nous, les Serbes, nous ne sommes pas à la hauteur. » Fin de citation. Et il disait que les musulmans étaient des intégristes islamistes, correction d'interprète, qui n'avaient qu'un désir, c'était créer un État islamiste. Et il expliquait par exemple ce que signifiait cette longue expérience, 5 siècles d'expérience de l'islam pour eux, en disant, je cite, que nous saurons reconnaître le danger très ancien que représente cette pieuvre toxique et omnidestructrice. Fin de citation. Et le grief, sans doute le plus important, car il projetait directement sur les victimes le prétexte à la base de leur massacre, c'était que les musulmans et les Croates les menaçaient de génocide, voulaient les tuer et les éradiquer. Rappel des guerres de 1914, 1941 et 1991. Ces guerres, disait-il, étaient et demeurent avant tout des guerres visant à l'extermination de la population orthodoxe. Fin de citation. Le dénigrement des musulmans et des Croates par Karadzic se faisait devant des auditoires très réceptifs. Le niveau de nationalisme serbe et de sentiments anti-musulmans et anti-croates était extrême. Vous verrez et entendrez nombre de propos, de personnes proférant des propos injurieux contre les musulmans ou les Croates qui viendront du niveau de la République, des municipalités et même des communautés locales, mais je n'en citerai que 2 exemples. D'abord, Radoslav Bochanin, qu'on voit ici, président de la cellule de crise de la région autonome de Krajina, qui comprenait pratiquement tout le nord-ouest de la Bosnie. Il parle à un meeting populaire en 1994 auquel assistaient Karadzic, Krajišnik et Plavšić, et d'autres dirigeants des Serbes de Bosnie, et à ce meeting étaient réunis des milliers de personnes. Je cite, « Ces forces de gauche qui nous proposent une nouvelle fois la coexistence devraient savoir que les Serbes, dans les 100 ans à venir, ont le devoir de nettoyer leurs chaussures de la pourriture non chrétienne qui a souillé notre sol. » Fin de citation. Et il dit également, je cite, « Je propose que nous installions des barbelés et que nous affirmions que nos ennemis ne se répandront plus jamais dans toute la Krajina et ne nous attaqueront plus jamais pour la 4e ou 5e fois durant ce siècle. » Fin de citation. Et puis, au niveau local, vous entendrez un grand nombre de représentants des communautés locales, notamment celui-ci qui vient de Sanski Most. Je pense que ce qu'il dit vous suffira. Je cite, « Savez-vous que ce que nos ennemis épris de sang ont prévu pour nous, ce qu'ils ont en tête, c'est de nous énucléer, de nous dépecer, de déchiqueter notre corps, de violer nos femmes et nos filles devant ceux aux yeux desquels elles sont les plus chères, de circoncire, de détruire notre religion, de nous écraser. Ne pensez pas qu'une seule famille pourra être épargnée. Ce sont des monstres prêts et engagés
vis-à-vis du viol des femmes serbes et qui ont développé un système d'assassinat visant tous les Serbes. Fin de citation. Et finalement, comme Karadzic le déclare devant l'Assemblée serbe, en présence des députés et d'autres représentants en février 1992, peu avant la prise de pouvoir dans les municipalités, eh bien, les Serbes ne pouvaient pas vivre avec les musulmans et devaient donc s'en séparer. Je cite, les musulmans ne peuvent pas vivre avec autrui. Nous devons être très clairs là-dessus. Ils n'ont pas pu vivre avec les hindous, qui sont aussi pacifiques que des moutons. C'est la religion de l'Inde. Ils sont, correction de l'interprète, un peuple pacifique et pourtant ils n'ont pas pu vivre avec autrui. Ils n'ont pas pu vivre avec les Grecs à Chypre, ils n'ont pas pu vivre au Liban aux côtés des Arabes qui ont le même sang et la même langue mais une religion différente. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Nous dépasseront avec leur taux de natalité et leur manigance. Nous ne pouvons pas permettre que cela se passe. Fin de citation. Une fois que les musulmans ont été éliminés, Karadzic a continué à souligner l'importance d'un territoire ethniquement pur. C'est ce qu'il a dit à l'Assemblée au début de 1994 lorsqu'il parlait de la possibilité de céder une partie du territoire conquis, le territoire conquis constituant 70% environ de la Bosnie. Je cite, « Nous pouvons nous considérer comme des vainqueurs après avoir occupé ce territoire puisque ce territoire est à 100% serbe désormais. » Comme c'était le cas à l'époque de l'empereur Dušan. Et comme il a continué à l'expliquer en citant des exemples de territoires importants qui avaient été conquis, comme Foča par exemple et Doboj, il déclare, je cite, « Il y a 2 ans, nous constituions un groupe en Bosnie-Herzégovine qui avait certains droits, mais aujourd'hui, nous sommes l'État. Et ce que nous détenons est à 100% à nous. » Fin de citation. Comme l'a rappelé un député devant l'Assemblée des Serbes de Bosnie en 1993, après la plus grande partie des conquêtes et le gros du nettoyage ethnique, je cite, « Il devrait être content de ce qui a été fait et pas trop préoccupé quant au fait que les Serbes ont dû laisser certains secteurs affectés par les plans de paix au gouvernement bosniaque. » Je cite, « Messieurs, il n'y a pas d'État serbe en Bosnie sans dépopulation et déplacement, réinstallation des populations ailleurs progressivement. Si nous voulons un État serbe ethniquement pur, et c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas, si nous savons tout cela et si nous le soulignons, c'est parce que nous ne pouvons pas vivre avec eux. Ils nous font donc comprendre que ces projets de carte proposent exactement cela, à savoir des réinstallations de population. Fin de citation. J'ai discuté des structures et des instances qui étaient prêtes à effectuer la séparation à la fin du mois de mars 1992. Mais j'aimerais m'arrêter un instant avant de parler des prises de pouvoir pour parler des négociations, pour dire quelques mots de ces négociations. Pendant la même période où se créaient ces structures et ces instances, Karadzic et ses compatriotes négociaient également avec les dirigeants politiques serbes de Bosnie, ou en tout cas organisaient des pourparlers pour que l'objectif ultime soit bien compris par tous et que chacun sache que c'était l'unité avec les Serbes de Croatie et de Serbie qui était recherchée. Alors, vous entendrez sûrement de nombreuses personnes vous dire que l'accusé a mené des négociations, en particulier dans le cadre des pourparlers menés avec Kutiliero. Il a aussi témoigné dans le procès en appel de Krajišnik en disant que la communauté européenne lui avait promis pour les Serbes une république et avait laissé entendre que c'était les musulmans qui étaient coupables des crimes qui ont été commis parce qu'ils avaient appuyé l'accord avec Kutiliero. Alors, ceci est faux et induit en erreur, et ce, à plusieurs niveaux. Aucune promesse n'a été faite par la communauté européenne qui agissait en tant que médiatrice. Les négociations qui ont abouti à un accord étaient des négociations de principe et avaient prévu un certain nombre d'entités ethniques
avait pris en compte également d'autres facteurs, et ce bien avant la signature de l'accord. Donc c'est Karadzic qui a assuré à l'Assemblée que rien ne serait signé tant que les Serbes de Bosnie n'obtenaient pas exactement ce qu'ils voulaient. Mais en dehors du fait qu'ils déforment la réalité, même si un accord avait été réalisé dans ce cas précis, nous ne parlons pas ici du fait de savoir si Karadzic aurait été découragé par un tel accord avant d'avoir réalisé la séparation par la force. Donc, dire que les victimes n'ont pas capitulé devant les forces auxquelles elles étaient confrontées n'est pas une excuse. Quoi qu'il en soit, Karadzic a toujours mené les Serbes sur une double voie. Négociation d'une part et de l'autre, volonté et capacité à recourir à la force pour obtenir ce qui n'avait pas été obtenu par les négociations. Et s'il ne pouvait pas obtenir quelque chose par les négociations, eh bien, il se tournait vers ses soldats pour accélérer les conquêtes. Ici, nous voyons Mladic en 1995 qui décrit l'objectif fondamental de toutes ces opérations, à savoir briser et détruire les forces ennemies et imposer ainsi par la force des armes l'accord final de la guerre contre l'ennemi, en mettant la communauté internationale dans une position où elle serait obligée de reconnaître la réalité de la situation sur le terrain et mettre fin à la guerre. Durant le conflit, Karadzic et la direction serbe de Bosnie ont mis l'accent et insisté sur les négociations et leur influence sur la situation factuelle créée par le nettoyage ethnique. Comme le disait Karadzic, je cite, « Nous avons créé de nouvelles réalités ». Pour parler bref, Zvornik était avant à 60-40 à l'avantage des musulmans, mais les Serbes de Zenica sont arrivés, ils ont occupé Kozluk. Les musulmans sont partis un peu partout en Europe, je ne sais pas où encore, et ces gens-là nous ont dit parlons des négociateurs qui nous donnent le droit de demander Zvornik. Fin de citation. Et Karadzic continue comme s'il répondait aux négociateurs, je cite, « Nous voulons Zvornik en fonction du droit qui nous a été donné par la nouvelle réalité. Cette guerre a créé cette nouvelle réalité. » Fin de citation. Il insiste sur la nécessité d'une nouvelle guerre pour défaire ce qui a été accompli par la force. Fin de citation. Alors, pour récapituler, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, à la fin 92, les structures politiques étaient prêtes, la police était prête, le SDS et ses unités armées étaient prêtes, tout cela avec le soutien de la JNA pour libérer l'espace. Le 24 mars 92, avec l'indépendance de la Bosnie qui datait de 2 semaines à peine, Karadzic expliquait devant l'Assemblée que les effectifs de la police étaient suffisants et que très bientôt, il serait possible d'obtenir ce qu'on souhaitait. Je cite, « Toutes les municipalités serbes, les anciennes comme les nouvelles, vont prendre le contrôle de pratiquement tout le territoire des municipalités en question. » Fin de citation. Et il explique dans les jours qui suivent, je cite, « Il y aura une seule méthode utilisée et vous pourrez l'appliquer dans les municipalités que vous représentez, y compris 2 choses à faire. Il vous sera dit comment séparer les forces de police, prendre ce qui appartient au peuple serbe et vous emparer du commandement. » Fin de citation. Et en fait, effectivement, ils étaient prêts. Le fossé qui séparait du point de vue de la capacité militaire les Serbes, les Serbes de Bosnie aidés par les Serbes de Serbie et d'une part et d'autre part les musulmans et les Croates de Bosnie se voit dans les prises du pouvoir au niveau municipal les unes après les autres. Vous entendrez de nombreuses personnes et vous verrez de nombreux éléments de preuve qui vous montreront que du point de vue de la capacité militaire et de l'armement, il y avait un véritable fossé au moment où les prises du pouvoir ont commencé et que ce fossé a continué à exister longtemps après. Comme un député le dit en janvier 93, parlant des musulmans au début de la guerre, je cite, « Ils n'étaient pas entraînés, ils n'étaient pas habitués à la guerre et ils n'avaient pas d'armes. » Fin de citation. C'était en revanche les Serbes, a-t-il expliqué, qui étaient les véritables maîtres de la guerre, entre guillemets. Et ceci se retrouve dans l'analyse faite en 1993 de l'aptitude au combat et de l'action de l'armée de la Republika Srpska, qui était dans un document strictement confidentiel, document militaire de l'armée des Serbes de Bosnie, où nous lisons, je cite, « Puisque les musulmans n'avaient pas suffisamment d'armes ou d'équipements et n'avaient pas d'appui significatif de la part
pour, correction de l'interprète, leurs unités d'infanterie, il était nécessaire d'agir et ce avec des armes à longue portée. Fin de citation. Alors, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, j'ai parlé il y a un instant de l'explication fournie le 24 mars 92 par Karadzic aux personnes rassemblées à l'Assemblée des Serbes de Bosnie, auquel il a dit qu'elle prendrait le commandement dans les quelques jours à suivre. J'aimerais maintenant dire quelques mots du début des prises de pouvoir dans les municipalités par les forces serbes de Bosnie. Déjà en janvier 92, Karadzic, qui à ce moment-là était furieux vis-à-vis d'Izetbegovic parce qu'il parlait ouvertement d'indépendance et de souveraineté de la Bosnie, a dit à Krajičnik dans une conversation téléphonique interceptée, je cite, qu'il aille se faire foutre, nous allons lâcher nos tigres et nous leur laisserons faire leur travail. Fin de citation. Et à la fin du mois de mars 92, alors que l'indépendance de la Bosnie était imminente, dans les jours qui suivirent, Karadzic a commencé à parler de prise de pouvoir au niveau municipal et a dit que les unes après les autres, les municipalités tombaient sous leur contrôle avec création de populations monoethniques grâce aux mêmes forces que celles sur lesquelles on s'était déjà appuyé en Croatie et puis à Bijeljina sous la supervision de la cellule de crise. Vous verrez que, je cite, tout a commencé par le déplacement des barrages. Fin de citation. Là, il est question de la garde des volontaires serbes. Cette garde dirigée par Arkan, un dirigeant paramilitaire bien connu qui a apporté son concours à Bijeljina avant de passer dans d'autres municipalités. Arkan était en contact étroit avec la direction des Serbes de Bosnie et notamment avec Biljana Plavšić, qui a suivi ses progrès jusqu'à Zvornik et l'a invité à lui apporter son aide à Sarajevo. Dans d'autres endroits, les forces de Karadzic se sont emparées d'autres municipalités avec l'aide de la JNA. À Vlasenica, par exemple, je cite, le 20 avril 92, les forces de l'armée populaire yougoslave et leurs unités coordonnées par la cellule de crise du SDS, ont libéré la ville de Vlasenica. Fin de citation. À Sarajevo, Karadzic et ses collaborateurs les plus proches ont supervisé personnellement et directement la prise du pouvoir et la séparation ethnique de force. Parmi d'autres, il a travaillé avec les dirigeants politiques du SDS locaux, tels que Jovan Tintor, qui a déjà été évoqué, et Nedeljko Postojević. Comme l'a dit Postojević devant les députés de l'Assemblée, je cite, quand Karadzic nous a rendu visite à Ilidža et nous a encouragés, les Serbes de Sarajevo ont conservé le contrôle du territoire et même d'un territoire très étendu dans certains secteurs dont ils ont chassé les musulmans qui était en réalité la majorité, qui était numériquement en réalité la majorité. Fin de citation. Vous verrez un certain nombre d'écoutes téléphoniques où on entendra Postojević, notamment une écoute où il ordonne à ces hommes de faire des prisonniers, d'emmener les prisonniers jusqu'à la prison et d'emmener les femmes capturées dans un secteur musulman. Je cite, dis-leur que ceux qui se convertiront à la religion orthodoxe sur le champ peuvent rester. Je parle des femmes et des enfants, fin de citation. Et dans les 6 semaines qui ont fait suite au début des prises de pouvoir dans les municipalités jusqu'à la création de la présidence collective, Karadzic a dirigé le Conseil de sécurité nationale qui se composait de ses collaborateurs les plus proches, notamment de Krajičnik, Koljević, Plavšić, Stanišić et le ministre de la Défense Bogdan Subotić. Comme le dit Karadzic en 1993, je cite, « Alors que nous n'avons toujours pas d'État, nous avions un Conseil de sécurité nationale où siégeaient les plus importants d'entre nous. » Fin de citation. Ce Conseil de sécurité nationale prenait des décisions sur tous les sujets d'importance qui ensuite étaient officialisés par le sceau légal de Koljević et de Plavšić ou du gouvernement et de ses ministres. Autrement dit, Karadzic signait la décision. Il a signé la décision portant
mise en action de la défense territoriale, et Karadzic a été désigné pour coordonner le commandement des forces de la défense territoriale ainsi que pour agir au niveau politique. Comme nous l'avons déjà dit, Karadzic allait par la suite vanter les efforts des forces armées du SDS et de la police qui avaient libéré les territoires et créé un espace, fin de citation, dans les 5 à 6 semaines après le début des prises de pouvoir. Le 12 mai 1992, lorsque l'Assemblée s'est réunie pour la première fois depuis le début du conflit, nombre de municipalités avaient déjà été prises. Et le 12 mai 1992, lorsque l'Assemblée s'est réunie à Banja Luka, les forces serbes de Bosnie sont devenues encore plus fortes. Elles ont créé leur armée. Dans les quelques semaines qui avaient précédé, Karadzic s'était organisé avec Milosevic et d'autres responsables serbes et yougoslaves pour organiser la création de l'armée serbe de Bosnie par transformation de la JNA, armée populaire yougoslave, qui se retirait officiellement de la Bosnie en laissant derrière elle des dizaines de milliers de soldats et d'officiers sur lesquels les dirigeants serbes de Bosnie pouvaient prendre le commandement, ainsi que des armes très nombreuses. Karadzic a choisi comme commandant de l'état-major principal de la nouvelle VRS Ratko Mladic, qui avait dirigé l'effort de nettoyage en Croatie. Il le rappelle à l'Assemblée en 95. Messieurs, nous avons les officiers que nous avons demandé. J'ai voulu avoir Mladic. Le général Ninkovic, qui était alors colonel, et le général Planovic ont venu me voir. Et j'ai remarqué que Mladic ne mâchait pas ses mots devant la presse. Il était déjà à Knin. Il m'intéressait. Et avec Krajnik, je suis allé voir le général Kukaniac. Je l'ai entendu donner des ordres et des ordres de commandement à Koprich et à Knin. Nous avons passé d'innombrables nuits chez lui dans son bureau. Mais qu'est-ce que l'armée était censée faire? Eh bien, Karadzic l'explique aussi le 12 mai lorsqu'il annonce et explique les objectifs stratégiques qui s'inscrivent dans l'analyse de la politique militaire et politique qu'il faut adopter. Et qui vont définir les missions opérationnelles de la VRS pendant la guerre. Ces objectifs, officialiser les objectifs auxquels les forces de Karadzic s'étaient déjà attelées, comme nous le constatons dans l'analyse annuelle de l'aptitude de combat et des actions de la VRS en 92. Et ces objectifs ont été présentés à la VRS comme étant le schéma directeur des opérations concrètes à planifier. Je cite, « Les objectifs stratégiques de notre guerre qui ont été bien vite définis et présentés à l'état-major de la VRS au commandement des unités serviront de schéma directeur à partir duquel les opérations concrètes et les batailles concertées seront planifiées et menées à bien. » Mladic lui-même le dit, je le cite, « Les missions opérationnelles de l'armée dans cette guerre découlent des 6 objectifs stratégiques déjà connus et adoptés par notre Assemblée. » Fin de citation. Lors de cette réunion, de cette séance de l'Assemblée le 12 mai, Karadzic a expliqué que le premier objectif stratégique, c'était la séparation. Je le cite. Le premier objectif, c'est la séparation des 2 autres communautés nationales, la séparation des États, la séparation de ceux qui sont nos ennemis et qui n'ont pas raté une seule occasion, surtout au cours de ce siècle, pour nous attaquer et qui continueront de le faire si nous restons dans le même état qu'eux. L'État dont il parle, c'est bien sûr la Bosnie. Les ennemis dont il parle, ce sont les musulmans et les Croates de Bosnie. Et la séparation dont il parle sera accomplie au moyen du nettoyage ethnique. Ce premier objectif stratégique, c'était, comme l'a dit Krajnik ce jour-là, l'objectif le plus important. Les autres en dérivent et spécifie les méthodes à employer pour y parvenir. Le deuxième objectif stratégique, c'est la création d'un corridor dans la région de la Posavina qui va relier non seulement les territoires revendiqués par les Serbes entre eux, mais aussi avec les Serbes de Croatie à
l'ouest et avec les Serbes de Bosnie à l'est. Troisième objectif stratégique, c'est un corridor qui va abolir la frontière et qui existait jusqu'à présent entre la Bosnie et les Serbes de Bosnie. Quatrième objectif stratégique, c'est une frontière qui va se trouver sur la rivière Una au nord-ouest et la Neretva au sud-est. Cinquième objectif stratégique, c'est la division de Sarajevo. Une partie sera réservée aux musulmans, l'autre aux Serbes. Sixième objectif stratégique, c'est l'accès à la mer. En réalisant ces 6 objectifs stratégiques, dit Karadzic à l'Assemblée le 12 mai, les Serbes vont enfin terminer ce combat, cette lutte pour la liberté que mène le peuple serbe. Et les Serbes vont enfin se débarrasser de l'illusion serbe de la fraternité et de l'unité, surtout celle qui transcende les clivages religieux. Fin de citation. Mladic avait été nommé commandant de l'état-major principal lors de cette séance de l'Assemblée. Il était là. Et il s'est aussi exprimé à propos des objectifs, une fois ceci annoncé par Karadzic. Et il a conseillé aux personnes présentes de ne pas pécher par trop d'ambition. Ne nous donnons pas d'objectifs voués à l'échec, dit-il. Donnons-nous des objectifs que nous sommes capables de réaliser. Fin de citation. Il dit c'est en partie, ces propos s'expliquent en partie par la crainte que la communauté internationale ne les autorise pas à garder ce qu'ils avaient conquis, mais aussi parce que le nettoyage, ce n'est pas une mince affaire. Le peuple, les populations ne sont pas des pions, ce ne sont pas des clés qu'on peut mettre d'une poche dans l'autre. C'est plus facile à dire qu'à faire, dit-il. Il rappelle aux délégués présents que ces objectifs, de par leur nature même, doivent rester secrets. Je le cite. Je vous le demande, il nous faut nous concentrer sur l'objectif recherché, mais aussi bien y réfléchir. Veillons à garder bouche cousue. Ce que nous sommes en train de faire exige un secret absolu. Fin de citation. À cette même séance du 12 mai 92, Karadzic a été élu à la présidence collective se composant de 3 personnes. C'était pro forma, ça n'a pas nécessité de discussion. Il a été ensuite choisi président de la présidence et chargé des questions militaires. En décembre 92, il devenait président unique, ce qu'il est resté pendant toute la durée du conflit. Que ce soit comme président de la présidence chargé des questions militaires ou comme président unique, vous l'avez vu dans cette écoute téléphonique, il était le chef militaire de jure et de facto. Il était le commandant suprême. En tant que membre de l'état-major principal de cette armée serbe de Bosnie qui venait d'être créée, ceci était expliqué en septembre 92 à l'Assemblée des Serbes de Bosnie. Au fond, les éléments essentiels sont ceux-ci. Il y a le commandement suprême de l'armée, et ça c'est le président de la République. Il est le commandant suprême. Et ici, ce sera la présidence. Tous les éléments de la défense et de l'armée sont subordonnés à cette instance. Nous, dans l'armée, nous adoptons et nous suivons cette chaîne hiérarchique et nous la respectons tout à fait. Il n'y a pas un seul acte significatif qui soit accompli sans garder ceci à l'esprit. Par conséquent, la chaîne hiérarchique, c'est celle-ci. On a le commandant suprême, le président de la République, l'état-major général de l'armée fédérale. Pour nous, ce sera l'état-major principal. Fin de citation. Mladic le dit en 1993. Et il parle à Karadzic, il dit « Il n'y a pas un seul officier qui aurait accompli une mission sans votre approbation dans la VRS. Monsieur le Président, vous avez le soutien inconditionnel tant de l'armée que du service du renseignement militaire. » Fin de citation.
Mladic le dit aussi à Karadzic en 93, lorsqu'il parle des objectifs stratégiques et du poste de chef de Karadzic. Il dit, si je me souviens bien, lors de ce que nous a été dit par cette Assemblée l'année dernière, vous nous avez dit... Vous nous avez chargé de cette fonction de commandant de l'état-major principal. Il n'est pas exact de dire que je n'aurais pas respecté chacun de vos ordres. Mais Karadzic le dit lui-même lorsqu'il parle de la période consécutive à celle où il est devenu seul président et lorsqu'il a établi le commandement suprême, qui se composait de plusieurs dirigeants militaires et politiques. Voici ce qu'il dit. C'est moi qui suis responsable. C'est moi qui suis responsable de l'armée. Moi, je vous rends compte, je rends compte au peuple, mais les commandants me rendent compte à moi, du commandant et des commandants de corps et de brigade. Et l'approbation est donnée. J'ai établi un commandement suprême de façon à ne pas prendre de décision tout seul. Ce n'est pas pour me dissimuler, mais c'est moi qui signe, qui décide, et c'est moi qui prends la responsabilité de chacune des décisions prises. Karadzic n'était pas un commandant tactique, il n'avait pas d'expérience militaire. Et les rapports qu'il entretenait avec Mladic et la VRS n'étaient pas sans friction, sans tension, sans moment d'affrontement, notamment en 93 et surtout en 95, lorsque Karadzic a essayé de modifier le poste qu'avait Mladic à la suite de la perte de la Krajina serbe en 95. Mais tout du long, l'autorité ultime de Karadzic et la volonté qu'il partageait avec Mladic d'aboutir aux objectifs, jamais tout cela n'a changé. Karadzic lui-même a souligné que ces frictions ne modifiaient en rien la chaîne de commandement, que c'était naturel, même sain, d'en avoir. Il le dit en 95, je suis, en tant que chef suprême, très respecté par tous les officiers, par tous les soldats. J'aime bien qu'on discute avec moi, car ça me permet de prendre de bonnes décisions. Et une fois la décision prise, mes hommes l'exécutent avec brio. Fin de citation. Avec Karadzic aux commandes, la VRS, associée aux unités de guerre du MOUP, a commencé à faire connaître et appliquer ses objectifs. Ces objectifs stratégiques ont été communiqués aux officiers, aux conscrits et à divers chefs de municipalités. Par exemple, 2 jours après l'annonce faite le 12 mai par Karadzic des objectifs stratégiques, des membres de l'armée ont rencontré les présidents de municipalités dans l'Arak. À l'occasion de cette réunion, les participants ont été informés des conclusions adoptées à la séance de l'Assemblée du 12 mai à Banja Luka. Les objectifs stratégiques formulés à la réunion de Banja Luka ont été présentés. C'était une citation. Autre citation, la réunion a adopté la conclusion disant que les objectifs stratégiques seraient appliqués et seraient soumis au commandement des unités et des municipalités. Fin de citation. Dans la même veine, le général Talic, qui commandait le premier corps de la Krajina dans la région de l'Arak, a donné un ordre d'application à toutes les brigades, à toutes les divisions, qui ordonnait d'expliquer notamment aux conscrits lorsqu'ils arrivaient quel était l'objectif poursuivi. Ces objectifs ont été décrits dans un document présenté par un adjoint de Talic destiné à toutes les unités du corps. Ce document expliquait que le peuple serbe était menacé de génocide et devait lutter pour parvenir à une séparation complète avec les peuples musulmans et croates de Bosnie pour former un État pour eux-mêmes. Il a ajouté que c'était l'objectif stratégique dont découlaient tous les autres objectifs stratégiques. La VRS s'est mise presque aussitôt à la réalisation de ces objectifs. Je vous l'ai dit, le deuxième objectif stratégique énoncé par Karadzic, c'était d'établir un corridor entre la Semberia et la Krajina. Vous verrez la carte. Vous avez le corridor de la Posavina qui se trouve entre l'ouest et l'est de la Bosnie. Vous voyez
les Croates de Bosnie à l'ouest et les musulmans de Bosnie à l'est. Il le dit, c'est un objectif capital pour le peuple parce qu'il intègre les terres serbes. Il intègre non seulement, il rattache les zones serbes en Bosnie-Herzégovine entre elles, mais aussi il les réunit à la Serbie et aux Serbes de Croatie. C'est un objectif stratégique qu'il faut absolument réaliser car il n'y aura pas de Krajina serbe, de Krajina bosniaque ou une alliance des États serbes si nous ne parvenons pas à établir ce corridor. Talić était le commandant du premier corps de la Krajina, opérant dans la région. Talić, avec Mladić, était un vétéran de la campagne de nettoyage menée en Croatie. Nous l'avons vu dans des écoutes téléphoniques. Et il avait été chargé d'établir ce corridor de la Posavina et il y est parvenu. À la date du 24 juillet 1992, il a pu fournir cette directive à tous les groupes tactiques du premier corps de la Krajina. Je le cite, « Nous avons libéré les territoires que nous considérons nôtres pour créer des conditions propices à la direction politique et militaire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine au moment de mener des négociations sur le système constitutionnel qu'il faudra trouver pour la Bosnie-Herzégovine, mais en partant d'une position de force. » Il poursuit et dit ceci. « Nous avons établi des corridors en Bosnie orientale, en Posavina de Bosnie, réalisant ainsi ces aspirations séculaires des peuples serbes de Bosnie qui étaient de relier ce peuple serbe de Bosnie et la République serbe de Krajina avec la mère patrie, la Serbie. » Et effectivement, à la date du 1er juillet 1992, Mladić était en mesure d'envoyer ses félicitations au premier corps de la Krajina à la suite des succès remportés. Il exprime sa gratitude, sa reconnaissance, et puis il dit ceci. « Je vous remercie d'avoir réussi à organiser, à appliquer cette opération de percée, d'expansion et de nettoyage du corridor en Posavina de Bosnie, entre la Bosnie orientale et la Bosnie occidentale, et aussi d'avoir réussi à organiser des actions conjointes et avoir fait une bonne coordination des unités combattantes. » Les unités de ce corps sur ce territoire montrent aussi que c'est seulement en faisant front commun contre les ennemis de la cause serbe en Bosnie-Herzégovine que nous allons réaliser nos objectifs militaires et politiques. Fin de citation. L'accomplissement du deuxième objectif stratégique s'est fait par le biais de l'opération dite l'opération Corridor. Et il y a eu en même temps la poursuite de l'objectif stratégique numéro 1. Et tout ceci s'est fait par une opération éclair menée contre une population croate et musulmane tout à fait étouffée dans les régions ciblées. Ces opérations commençaient toutes par un premier pilonnage des villages, puis une attaque d'infanterie qui rencontrait généralement peu de résistance. En général, il fallait peu de temps pour prendre le contrôle de la région. Suivait alors la rafle des musulmans et des Croates et leur internement dans des centres et des camps de détention. J'aimerais vous montrer quelques documents qui sont assez illustratifs de la nature de cette campagne. Nous avons d'abord une mise à jour hebdomadaire qui vient du QG régional de la police, CSB, à Banja Luka, Bosnie occidentale. Et ici est décrit un affrontement, un poste de contrôle. Deux soldats serbes avaient arrêté une voiture. Ils avaient été tués. Mais les auteurs présumés n'avaient pas été tout de suite remis au commandement militaire. Je cite, l'armée a lancé une attaque d'artillerie sur le village de Ambariné et a nettoyé la région. On parle ensuite d'une autre provocation présumée ailleurs, à
Kozarats. Je cite, l'armée s'est livrée à une opération de nettoyage. Plusieurs centaines d'habitants dans ces villages ont été tués ou blessés. Fin de citation. Deux points rapidement en matière de terminologie. Quand on dit nettoyage ou ratissage, mopimak en anglais, c'est la traduction du mot BCS tchétchénien ou de ses équivalents. Ce terme signifie nettoyer ou ratisser. Une opération de nettoyage ou de ratissage, normalement, c'est une opération qui se fait après une bataille dans le but de traquer ce qui reste des forces ennemies. Ça peut être aussi une opération de nettoyage visant précisément des civils. Il vous incombera, en fonction du contexte et des éléments de preuve, Madame et Messieurs les juges, de déterminer s'ils désignent l'une ou l'autre de ces acceptions et quel genre d'action ceci traduit. Le passage dont je viens de vous donner lecture concerne une opération de Tchétchénie menée à Ambarine et Kozarats, municipalité de Prijedor. Ce sont deux actions typiques et incontestables de nettoyage ethnique brutal mené contre des populations civiles sans défense, comme les éléments de preuve vous le montreront. Un autre document qui illustre la nature de l'opération menée dans le but de réaliser les objectifs stratégiques 1 et 2, c'est ce que dit le général Talic à l'état-major principal de l'armée le 14 juin 1992. Je cite. La situation la plus difficile, c'est celle des réfugiés musulmans et croates dans le secteur de la région autonome de la Kraïna, l'Irak. Leur sécurité et la nécessité de leur fournir des vivres. La tentative visant à les chasser vers la Bosnie centrale a échoué en raison des difficultés liées aux moyens de transport et de leur refus de partir. Une autre citation venant de Talic adressée à l'état-major principal. Dans le secteur de Derventa, il y a encore de temps à autre des tirs d'artillerie et parce que les extrémistes musulmans n'ont pas rendu les armes, la population musulmane du village de Lichné a été expulsée dans le secteur englobant ce village. Dans d'autres documents, vous le verrez, il est fait référence à la et je cite, la destruction massive de villes musulmanes, les déclarations publiques de chefs du SDS qui exhortent à chasser les musulmans et les croates, quels qu'ils soient, et l'avis de Talic qui dit que les dirigeants municipaux et régionaux devraient mettre plus de cœur à faire partir la population croate et musulmane. Bien évidemment. Pour ce qui est des éléments de preuve, des témoins oculaires de cette époque, je vais maintenant aborder l'objectif stratégique numéro 3 ainsi que son objectif, l'objectif stratégique numéro 3 et la zone que cela recouvre. Il s'agit là de la région qui se trouve en Bosnie orientale. Comme Karadzic l'a expliqué le 12 mai, je cite, « Le troisième objectif stratégique consiste à établir un corridor dans la vallée de la Drina, à savoir l'élimination de la frontière entre ces deux mondes au niveau de la Drina. Nous sommes des deux côtés de la Drina et notre intérêt stratégique et notre espace vital se trouvent là. » Fin de citation. Et il poursuit. Tant que cela demeure utile pour nous et que ceci reste positif, ceci nous permet de nuire aux intérêts de notre ennemi en établissant un courant d'air qui les reliait à l'international musulman et rendrait cette région définitivement instable. Ce lien à l'international musulman auquel il a fait référence est quelque chose qu'évoque Karadzic et d'aucuns en parlant du transversal vert, à savoir en bloquant tout accès des musulmans qui se trouvent en Serbie de façon à ce qu'ils ne puissent pas entrer en Bosnie, puisqu'il s'agissait là de territoires qui avaient été conquis par les Serbes. Et d'après les régions qui se trouvent en vert dans la partie orientale, je souhaite préciser que ce cercle représente l'objectif stratégique numéro 2, mais moi j'évoque maintenant l'objectif stratégique numéro 3, à savoir l'élimination de la Drina
la frontière sur la partie est de la Bosnie. Vous voyez ici en vert les municipalités musulmanes. Donc il s'agissait de faire en sorte que l'espace vital des Serbes soit sous contrôle, de façon à ce que les musulmans venant de Serbie ne puissent pas accéder à cette zone-là. Comme ceci a été indiqué dans le rapport de préparation au combat de la VRS, strictement confidentiel, et l'analyse des événements en 1992, il s'agit du rapport de 1993, malgré le succès des unités militaires et de la police au cours des premières 5 ou 6 semaines de la guerre, au moment où les prises de contrôle ont commencé, ils n'ont pas réussi à réaliser les objectifs stratégiques de la lutte armée du peuple serbe dans l'ancienne Bosnie-Herzégovine, y compris l'ouverture et la maîtrise d'un corridor. Ils n'ont pas réussi à ouvrir ces corridors au niveau de la Save, dans la Posavina, entre la RFY et la Posavina, qui relierait la Posavina à la RFY. Et un couloir qui relierait l'Herzégovine à Rafigak par le biais de la vallée de la Drina. Donc la réalisation, l'achèvement de l'objectif numéro 3 est allé au-delà de l'année 92 et s'est prolongé. A été prolongé au cours de l'année 95 avec l'attaque de Srebrenica en 92. La supériorité militaire écrasante des Serbes de Bosnie a fait que cet objectif a été en grande partie réalisé municipalité en municipalité en Bosnie, réalisé par les forces de Karadzic, ce nettoyage. Donc l'objectif stratégique numéro 3 au niveau du corridor de la Bosnie orientale a été mis en œuvre rapidement. Il s'agit d'un ordre de Karadzic qui fait état de l'importance de cette opération afin de contrôler complètement la zone de Beriac et de maîtriser le corridor entre Birac et Semberea et maintenir le lien avec la Serbie. La Romagna se trouve à l'est de Sarajevo et la Semberea se trouve dans le nord. Et la région de Berac se trouve dans les régions de Zvornik, Zlatovica et Srebrenica. Encore une fois, Madame, Monsieur les juges, simplement 1 ou 2 documents pour illustrer le caractère de la campagne qui visait à mettre en œuvre l'objectif numéro 3. Voici un document qui est daté du 28 mai 1992, un ordre qui a été donné par le commandant de la brigade de Birac, comme je l'ai dit, dans la zone qui se trouve autour de Zvornac, Bratunac et Vlacenica, la partie nord de la rivière Drina. Le déplacement de la population musulmane doit être organisé et coordonné avec les municipalités par les biais desquels ceci est organisé. Il n'y a que les femmes et les enfants qui peuvent s'en aller. Les hommes aptes au service militaire doivent être placés dans des camps pour être échangés. Fin de citation. De même, le 7 juin, le commandant du corps de Bosnie orientale a donné un ordre et envoyé à toutes les unités subordonnées concernant les opérations coordonnées en Bosnie du Nord et de l'Est qui concernait le corps de Bosnie de l'Est, le corps de Romania-Sarajevo et le premier corps de Krajina. Cet ordre contient pas moins de 9 références à Sistici ou Sisčene. Le nettoyage ou le nettoyage du terrain. Il interdit, conformément à l'ordre d'Andrić que vous venez de voir, l'arrestation de civils, ainsi que le mauvais traitement de la population civile. Encore une fois, vous entendrez tous les éléments de preuve qui vous permettront de déterminer le sens du terme Tshistieni, le rassemblement dans les villes, dans les camps, les villes et les villages qui ont été attaqués et brûlés, et tout le long du corridor. Vous tiendrez compte également, Madame, Monsieur les juges, de tous les éléments d'époque portant sur le nettoyage qui était connu des dirigeants serbes de Bosnie. À la fin du mois de juillet 1992, par exemple, Rajko Dukic, un des dirigeants politiques les plus puissants dans la région de Birac et un acolyte proche de Karadzic, vous verrez les écoutes téléphoniques, il était le président du comité exécutif du SDS, a remarqué avec satisfaction que Karadzic, Krajnik et les autres qui étaient à la session de l'Assemblée, je cite, il y a Birac qui est à 100 ou 108 km et qui comporte 120 000 musulmans. Tel était leur nombre, mais j'espère que ce chiffre a été réduit de moitié au moins. Il s'agissait là de la même séance de l'Assemblée
où il a été dit que les Serbes avaient été désignés pour être les bureaux des musulmans. Ce désir de réduction de la présence musulmane en Bosnie orientale était quasiment entièrement exaucé. La population musulmane s'est trouvée réduite à un pourcentage négligeable en Bosnie orientale. Vous avez pu constater combien ceci était important au regard de la carte. Avant le début du nettoyage, les représentants officiels serbes affichaient leur satisfaction devant la purification ethnique de ces territoires. Je vais vous citer le cas de Foča. Citation de Petko Čančar, un dirigeant important à Foča qui était un proche de Karadzic et de Krajičnik et qui a occupé un nombre de fonctions importantes au niveau de la République. Il était également conseiller à la présidence. Il s'agit de Čančar qui part de Foča en 1993 et, je cite, « Il n'y a qu'un seul peuple qui vit sur le territoire de Foča. Il n'y a qu'une seule religion qui y est pratiquée, pour lequel ce peuple est prêt à se battre et à défendre, et Dieu le sait. » Et comme il a noté à une autre occasion, parlant toujours de Foča, je cite, « À l'heure actuelle, il n'y a pas un seul musulman dans la plus grande municipalité de Bosnie-Herzégovine. » Pas un seul musulman. Les dirigeants ont fait l'éloge de cette purification ethnique d'une municipalité autrefois habité majoritairement par les musulmans. Écoutez Krajičnik qui s'adresse à Foča qui a été rebaptisé Srbinja, le nom adopté pour un Foča débarrassé des musulmans le jour anniversaire de sa libération. Je cite, libération, entre guillemets. Chers habitants de Srbinja, j'ai un grand plaisir à être parmi vous aujourd'hui après 2 ans et demi. Aujourd'hui, vous n'êtes pas comme vous étiez par le passé. Maintenant, je vois une véritable ville serbe et vous portez fièrement votre nom serbe. Madame, Monsieur les juges, le sentiment de satisfaction d'avoir un territoire ethniquement pur se heurtait aux pressions de la communauté internationale et s'est traduit par la nécessité de parler une présence minimale de Croates et de musulmans pour des questions de relations publiques. En août 1992, par exemple, Karadzic a rappelé aux délégués de l'Assemblée qu'un pourcentage de non-serbes était utile politiquement, affirmant que le gouvernement bosniaque utilisait ce stratagème. Citation, pour ce qui est des autres nations, il faut que nous ayons un pourcentage, une partie qui fasse partie des autorités municipales. Il nous faut être responsables étant donné que nous créons un État. Je ne peux pas développer cela plus avant, mais je sais ce que je dis, croyez-moi. Alia verse une petite fortune à tout Serbe qui est prêt et disposé à travailler et à rester sur son territoire. À savoir si le pourcentage visé de non-serbes qui devait rester était de l'ordre de 5%, comme ceci a été prôné en public par Bejanin, ou si le territoire devait être complètement pur, comme cela a été prôné par d'aucuns, le territoire devait être, quoi qu'il en soit, suffisamment libre de non-serbes pour être de façon incontestable et définitivement serbe. Comme Karadzic l'a indiqué lors d'une session à huis clos en 1995, la Drina doit être propre. Et il a reconnu à ce moment-là, honnêtement, comment cela s'était passé. À vrai dire, il y a des villes dont nous nous sommes emparés pour nous et nous ne sommes que 30%. Je peux citer ce nombre à l'envi, mais nous ne pouvons pas renoncer aux villes où nous représentons 70%. N'ébruitez pas cela, mais souvenez-vous du nombre qui était à Bratunac, à Srebrenica, à Visegrad, à Rogatica, à Vlasenica, à Zvornik, etc. En raison de leur importance stratégique, ils devaient nous appartenir et quasiment plus personne ne remet cela en cause. Cette importance stratégique et cet objectif stratégique se trouvait
illustré dans l'objectif stratégique numéro 3. Madame, Messieurs les juges, je vais maintenant parler de l'objet et de la mise en œuvre d'un autre objectif stratégique, et c'est l'objectif numéro 4. Ce dernier, comme il est cité, consistait à mettre en place une frontière sur les rivières Una et Neretva. C'est quelque chose que vous pouvez voir à l'écran. Après que Karadzic ait annoncé cet objectif à cette session, un délégué de cette municipalité a indiqué par le biais de la flèche que vous voyez ici à l'écran cette région. Il s'est levé pour indiquer qu'il était satisfait de ce qui avait été réalisé en vue de la réalisation de l'objectif stratégique numéro 4. Dans cette municipalité, les Serbes représentaient 14 500 et les musulmans 47 000. Et il dit, et je cite, « Sur la rive droite de l'Una, il n'y a plus de musulmans dans la municipalité serbe de Bosanska Krupa. Toutes les enclaves qui s'y trouvaient, et il les cite, eh bien, nous les avons évacuées. Donc, il n'y en aura plus là pendant toutes les opérations, toute la durée des opérations de guerre. Auront-ils un endroit où revenir? Je crois que cela est peu probable après que notre président nous ait apporté la bonne nouvelle, à savoir que la rive droite de l'Una marque la frontière. Et en l'espace de 2 semaines de cette annonce d'une bonne nouvelle, la présidence de guerre de cette municipalité de Bosanska Krupa a fait cette proposition à la brigade de l'armée dans cette zone de conduire tous les préparatifs militaires concernant le nettoyage de la rive gauche de l'Una, y compris la rive droite de l'Una, lors de cette action dans la zone se situant au-dessus de Bosanska Otoka. Au cours des préparatifs et du nettoyage de la rive gauche de l'Una, détruire et démolir autant de bâtiments résidentiels et autres que possible. Et la présidence de guerre a également motivé cette proposition. La première raison était la décision politique de voir la frontière de la municipalité serbe de la région autonome de Banja Luka être une république serbe faisant partie de la Bosnie-Herzégovine et un État serbe qui devait être établi le long de l'Una jusqu'à Bosanska Otoka. Ceci était l'objectif stratégique numéro 4. Alors que la VRS et les unités du MOUP mettaient en œuvre ces objectifs, les dirigeants municipaux et locaux qui avaient été incensés par Karadzic pour le rôle qu'ils ont joué ont continué à jouer leur rôle dans la mise en œuvre de cette séparation. Le déplacement de non-serbes de territoires revendiqués n'était pas simplement le résultat de l'application de la force militaire, mais était dû également aux effets cumulés de la persécution, de pression, d'intimidation, de marginalisation qui avaient été appliquées par les autorités municipales. Les voix des victimes que j'ai citées plus tôt révèlent la détresse grandissante et la terreur des musulmans et des Croates qui se sont rendus compte que de continuer à vivre dans ces municipalités qui avaient été revendiquées et prises par les Serbes était devenu impossible. Outre le témoin, vous verrez que les documents illustrent également cela. Si vous me le permettez, je vais regarder cette résolution qui a été adoptée à Chelinac, qui est la municipalité d'origine de Berjadin. Il s'agit en fait d'une version extrême d'un processus qui existait dans une certaine mesure dans toutes les municipalités. Jusqu'à nouvel ordre, les citoyens cités à l'article 1 ont l'interdiction de se trouver sur les rues entre 16 h jusqu'à 6 h du matin, ont l'interdiction de demeurer dans les restaurants ou les lieux publics, ont l'interdiction de nager dans les fleuves ou de chasser ou d'aller à la pêche, ont l'interdiction de voyager sans autorisation, ont l'interdiction d'utiliser une automobile, ont l'interdiction de former des groupes de plus de 3 hommes, etc.
Les dirigeants municipaux ainsi que les dirigeants régionaux ont également fourni un appui logistique à la VRS, à savoir l'armée serbe de Bosnie, ont collaboré avec les policiers locaux lorsqu'il y avait, qui de toute façon étaient membres des cellules de crise, ont collaboré avec eux au niveau des expulsions à bord de bus ou de train et, comme je l'ai évoqué il y a un instant, étaient étroitement liés au MOUP et quelquefois avec la VRS au niveau de cette campagne, au niveau de ce système de camps généralisés. Je souhaite maintenant aborder ces camps et ces centres de détention. Quasiment chaque municipalité disposait d'un camp ou d'un centre de détention digne de son nom. Certains en disposaient de plusieurs. Cela dépendait de la taille et du nombre de la population musulmane croate dans cette municipalité. Ces installations étaient habituellement dirigées par la police et parfois, comme les camps les plus notoires, comme Ormarska et Karatem à Prijedor, quelquefois sous la surveillance à l'extérieur, sous la surveillance de la VRS à l'extérieur. Les musulmans et les Croates venaient parfois individuellement ou en petits groupes et quelquefois il y avait un rassemblement en masse dans les villages. Il y avait également des camps qui avaient été établis par l'armée. Par exemple, le camp de Banjaca à Banja Luka ou le camp Batković à Bijeljina. Les camps étaient souvent alimentés par des flots de prisonniers qui venaient de camps des municipalités voisines, parfois assez éloignées. Ils étaient avilissants et généralement brutaux, ces endroits qui se trouvaient dans des endroits comme d'anciennes mines, des usines abandonnées, d'anciens bâtiments en béton, etc. Dans le meilleur des cas, les détenus existaient dans des conditions de déshumanisation. Je souhaite vous montrer certaines de ces conditions à l'aide de cette vidéo. Zatvorenici pričaju kako je u logoru Omrska bilo još tragičnije. It was a shed which in better days might have housed animals, now home to more than 600 men. Here the prisoners live, eat and sleep 24 hours a day. Most of these men just arrived 3 days ago from the camp of the master, their faces still haunted by memories they did not dare relate in the presence of their guard. Conditions here, they told him, things were much better than the place they'd just come from. But leadership is under tremendous pressure to allow outsiders access to these camps. The proposed UN resolution would authorize any means necessary to implement that access, as well as guarantee the supply of humanitarian aid. Prisoners we ask maintain they are civilians, not soldiers. Those we saw are crammed into cattle sheds where they spend all day and all night, huddled together like animals. And one more, Your Honors. Encore une séquence vidéo, Madame, Messieurs les juges. All right, if we can call that up later, I'll show that to you. Je vais demander à ce que ceci soit entendu plus tard, dans le meilleur des cas, parce que dans le pire des cas, ceci n'arrivait que trop souvent. Les détenus étaient soumis à des passages à tabac, à des viols, à des actes de terreur et à la mort. Par exemple, au début du mois de juin, environ 160 hommes ont été tués à l'école technique de Karakai à Zvornik. En une nuit, au mois de juillet, à Karatem, au Prijedor, environ 150 hommes ont été tués. Au mois d'août, environ 200 hommes ont été tués et emmenés du camp de Ternopolé à Prijedor. Bon nombre d'entre eux étaient venus de Karatem et Ormarska, soi-disant pour être échangés. En septembre, environ 140 hommes du camp de Susica à Vlasenica ont été tués. Les dirigeants serbes de Bosnie niaient l'existence des camps depuis le mois de mai. À partir du mois de juillet, l'attention des médias et de la communauté internationale s'est portée de plus en plus sur les camps. Au début du mois d'août,
fin juillet, au début du mois d'août, les journalistes ont confronté Karadzic avec le fait qu'il assurait tout un chacun qu'il pouvait visiter les camps de Omarska et Ternopolé. Lorsqu'ils sont arrivés dans ces camps, on ne leur a pas montré les endroits les pires et les membres de ces camps souhaitaient se montrer sous leur meilleur jour en leur montrant de la nourriture qu'ils n'avaient jamais reçue. Quoi qu'il en soit, ces images ont choqué le monde entier. Many of those you see, Your Honor. Bon nombre de ceux que vous voyez sont des personnes qui venaient de Karmatem et de Ternopolé, de ces camps. Ces détenus qui se trouvaient à Ternopolé. Dans les pires conditions, précisant l'interprète, les journalistes avaient réussi à extorquer à Karadzic la permission de visiter ces camps. Suite au scandale que ceci a provoqué, bon nombre de ces prisonniers qui venaient de Marska, Karaterm et Sanski Mosk ont été envoyés au camp de la VRS de Maniacha à Banja Luka. Ils avaient envoyé ces prisonniers de ces municipalités à Banja Luka. Bon nombre d'entre eux qui se trouvaient à Marska et Karatem ont alors été envoyés à Maniacha par les dirigeants serbes de Bosnie. Je souhaite maintenant vous lire la liste de ces conditions dans lesquelles vivaient certaines de ces personnes qui vivaient à Maniacha le 20 août. Vous aurez l'occasion de voir ce document. Je souhaite simplement vous donner quelques citations. Ceci décrit les conditions dans lesquelles se trouvaient certains de ces prisonniers. Fracture de la moelle épinière, maladie cardiaque. Ça, il s'agit là d'une personne, une personne handicapée de la main. Tuberculose pulmonaire actif, diabète, ne peut pas se tenir debout. Opération du gros intestin. Problème de sel. Un autre ne peut pas se déplacer aisément. Un autre entend mal il lui manque un rein. Un autre qui est attardé se répète. Et un autre souffre d'épilepsie. Et un autre est sourd et ne contrôle pas son sphincter. De surcroît, il y avait des garçons qui avaient moins de 18 ans et des hommes âgés. Il s'agissait là des personnes que Karadzic, dans différentes interviews, a appelées prisonniers de guerre. Comment de telles personnes se sont-elles retrouvées prisonnières et comment et que devait-il arriver à ces personnes? Je vais répondre parce que, pour une part significative, ceci se retrouve dans le document qui évoque le nettoyage ethnique que je suis sur le point de vous montrer, et je cite. L'armée, les cellules de crise et les présidences de guerre ont demandé à ce que l'armée rassemble ou capture autant de civils musulmans que possible. Et ils quittent des camps si mal définis pour être repris par les organes des affaires intérieures. Les conditions dans ces camps sont mauvaises. Il n'y a pas de nourriture. Certaines personnes ne respectent pas parfois les normes internationales. Il s'agit là d'un rapport du ministère de l'Intérieur qui est envoyé personnellement et directement à Karadzic le 17 juillet 1992. Et il est utile de remarquer qu'il ne s'agit pas d'un rapport alarmant sur un crime massif. Il s'agit simplement d'une explication factuelle sur certaines des responsabilités concurrentes du MOUP qui les éloignent, leurs membres, de leur travail plus traditionnel. Le rassemblement
systématique et l'emprisonnement des musulmans et de croates n'était pas un secret. Ceci n'aurait pas pu être le cas, comme l'a indiqué un député à l'Assemblée au mois de juillet. Nous avons un gros problème avec des personnes qui ont été capturées, qui sont d'autres nationalités. Nous avons des centaines de milliers de prisonniers de ce genre. Krajčík et Karadzic étaient présents à cette séance de l'Assemblée. Tous les dirigeants serbes de Bosnie étaient là. Et le rassemblement des civils se trouve illustré dans les documents des camps eux-mêmes. Un rapport de Manjača qui est daté du 23 juillet 1992, qui indique qu'ils ont traité environ 100 000 prisonniers ou enregistré 1000 prisonniers de Sanskima ce jour-là. Et rien n'indique au niveau des éléments de preuve qu'ils aient quelque chose à voir avec les activités de guerre et pris part aux actions de combat. N'étaient pas en possession d'armes, mais il n'y a pas d'autres éléments de preuve pour indiquer qu'ils devaient être retenus en tant que prisonniers. Comme un responsable de Manjača l'écrit le 22 juillet 1992, je cite, « Ce camp peut être considéré comme un camp de détention, à savoir un camp destiné à effectuer la ségrégation entre les musulmans et les croates, ce que l'histoire ne nous pardonnera pas. » Fin de citation. Alors, c'est civil, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, comme cela est remarqué dans un rapport émanant du chef de la police régionale de Banja Luka, Stojan Župljanin, adressé au ministre de l'Intérieur Micho Stanisic. Eh bien, ces civils étaient des otages ou pouvaient être traités comme tels. Župljanin décrit 3 catégories de prisonniers qui sont définis. Une catégorie couvrait les membres des formations militaires bosniaques et dans cette catégorie, on trouvait toute personne qui était membre de la défense territoriale. Ensuite, il y avait les personnes qui avaient organisé des préparatifs à la rébellion armée. Et dans ces groupes, on trouvait en général toute personne qui avait un rapport avec le SDA. Et la 3e catégorie, je cite, se compose d'hommes adultes au sujet desquels nos services n'ont aucun renseignement relatif à l'intérêt de la sécurité nationale et donc aucun intérêt pour nous. Par conséquent, ils peuvent être traités comme des otages. Fin de citation. La solution ultime, comme le dit Župljanin dans ce rapport, consiste à échanger les prisonniers, c'est-à-dire à les envoyer dans des zones tenues par les musulmans et de recevoir en échange des Serbes provenant des prisons musulmanes. De cette façon, le processus de séparation qui avait commencé avec le départ forcé des musulmans et des Croates de Bosnie et leur regroupement massif pouvait s'achever avec un transport hors de la Republika Srpska. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je pense que l'heure de la pause est arrivée.